Salut Catherine. Salut Marie. Quand est-ce que tu es allée voir, un ou une thérapeute pour des problèmes de santé mentale pour la première fois? Ça fait je pense que ça fait 7 ans à peu près, 6 7 ans. Je me souviens que c'était l'été, que j'avais pris des vacances, du travail, puis que je m'étais dit: «Ça va être correct quand je vais revenir de vacances», puis que je pense qu'à la première semaine de septembre après mes vacances, j'ai fait: «Non, ça va pas, il faut que j'aille consulter». J'ai comme essayé Mmh. tout, puis à mon grand bonheur, ça s'est bien passé et je la vois moins ces temps-ci, mais je vois encore la même psy, fait que c'était quand Ah même pas wow! pire là comme fit. Mmh. Puis toi, te souviens-tu, c'est quand la première fois que tu étais allée voir une psychothérapeute? La première fois, j'étais au secondaire. Mmh. J'étais dans une période où je me sentais, overwhelmed. Je pense que je pleurais souvent, puis c'est mes parents qui avaient suggéré que j'aille voir, une psychologue qui était remboursée par les assurances de mon père. Puis, j'étais pas prête, ça me tentait pas, tu sais? Mmh. Puis j'étais, je pense que c'était sans doute pas un bon fit non plus avec moi, cette thérapeute-là, mais j'étais, je me rappelle, j'avais dit à mes parents: «Je suis pas folle, je veux pas aller voir une thérapeute», Mmh. tu sais, comme cette Ouais, ouais, fameuse ligne-là, ouais. mais tu sais, it was the 90s, fait que c'était une autre époque. Hem, mais après ça, j'ai réessayé, comme j'ai eu peut-être 3 4 psychologues, psychothérapeutes dans ma vie. Ça a jamais été des relations à très long terme. Le plus longtemps que j'ai gardé une psy, ça doit être comme 1 an et demi, 2 ans. Mais, ça a toujours fait du bien à chaque fois. Ça m'a amené des prises de conscience, puis, ça m'a permis de progresser, tu sais? Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. On vous l'a dit, on vous l'a annoncé à l'épisode précédent, on commence une nouvelle série en ce mois de novembre, sur une maladie, qui est presque aussi populaire que le rhume, la grippe, et la COVID, quand revient la saison froide, c'est-à-dire la dépression. Fait qu'on va traiter de ce sujet-là pendant 2 épisodes, puis on commence, celui-ci avec une entrevue, avec Vincent Francoeur, qui est psychothérapeute et aussi créateur du balado Mental Health Much. C'est comme ça que moi et Catherine, on a été exposés à son travail. Fait qu'on parle de dépression aujourd'hui, mais on va garder ça, je pense, léger, dans la bonne humeur, pas trop sérieux. Fait qu'on espère amener quand même un petit peu de légèreté dans ce sujet-là qui est plus lourd. L'entrevue est séparée en 2 parties. Premièrement, on va jaser avec Vincent de comment il a développé sa pratique de thérapie, comment, il en est arrivé à créer son balado. Puis on définit aussi un paquet de termes là, qui sont liés aux soins de santé mentale. Puis on va parler de, la propension des personnes queer à vouloir comme bien performer leur thérapie. On va parler un petit peu de perfectionnisme. En deuxième partie, on va plonger plus loin, dans la relation thérapeutique. Qu'est-ce qui fonctionne? La fausse dichotomie aussi entre, les soins de soi individuels puis, les enjeux systémiques dans lesquels on existe. Puis on va partager, des stratégies de coping qui fonctionnent bien, puis, qu'est-ce qui fait qu'une thérapie peut marcher pour une personne. Et en fin d'épisode, étant donné que ça faisait longtemps qu'on vous avait pas fait des recommandations de podcast, on a une petite liste pour vous, des nouvelles choses à vous mettre dans les oreilles. Fait que restez jusqu'à la fin pour écouter ça. Alors, comme Marie l'a dit dans le menu de l'épisode, on va vous présenter l'entrevue qu'on a faite avec Vincent Francoeur du podcast Mental Health Much. On voulait, vous avertir avant d'écouter l'entrevue qu'on a dans l'entrevue, on entend quelques bruits de construction, puis des bruits d'ambulance en background, donc on espère que ça va pas trop déranger votre écoute. Puis, ben, on espère que vous allez, aimer autant, écouter cette entrevue que nous, on a eu du fun à la faire. Donc, voilà.
Vincent, bienvenue sur Entre Salut! deux eaux. On est contente de t'avoir avec nous. Puis on voulait commencer, moi j'aime toujours ça commencer les entrevues en demandant à l'invité de se présenter dans ses propres mots. Qu'est-ce que tu aimerais que notre auditoire sache de toi en commençant? Je m'appelle Vincent. Euh, je suis dans la mi-trentaine. Je suis d'origine québécoise, mais ça fait tellement longtemps. Maintenant, ça fait 10 ans que j'habite en Ontario. Fait que je me considère beaucoup comme un franco-ontarien, en fait. Donc, et je suis un psychothérapeute. Et j'ai un podcast. Et je suis un auteur en devenir. En fait, j'écris depuis que je suis tout jeune. J'ai pas encore rien été publié. Mais on dit que les auteurs, c'est jamais leur premier livre qui est publié en premier. Et je suis en train de travailler sur mon deuxième livre en ce moment. Donc, peut-être qu'il va y avoir des publications éventuellement. Yes, ben en tout cas, on te le souhaite, puis t'es sur la bonne voie avec ton podcast à augmenter ta notoriété. Puis justement, ton podcast, nous, c'est comme ça qu'on t'a découvert. Mhm. Ton podcast qui s'appelle Mental Health Much. C'était quoi l'idée derrière de lancer ce podcast-là, au-delà de justement accroître ta notoriété et devenir un écrivain super célèbre? Comme pourquoi tu trouvais ça pertinent pour la communauté de parler de santé mentale? Puis peut-être nous raconter ton trajet, pourquoi tu as choisi cette carrière-là, justement, d'aider les gens puis de te spécialiser auprès des clients queer. Parce que si je comprends, là, c'est vraiment ça que tu affiches. Dans le fond, tu recherches à aider surtout des gens de la communauté. Ouais, c'est beaucoup de vraiment bonnes questions. Je vais essayer de garder ça bref. Ouais, j'ai le don des fois de poser 5 questions en une. Euh, quand j'étais jeune, quand j'étais vraiment jeune, je disais toujours à tout le monde que j'allais devenir psychologue. Bon, à l'époque, je connaissais pas la différence entre psychologue et psychothérapeute. Aujourd'hui, la plupart des gens connaissent pas la différence entre ces deux Non. choses-là, anyway. Mais ça a toujours été comme, c'est ça que j'allais faire, c'est ça que j'allais faire, c'est ça que j'allais faire, tu sais. À mon école secondaire, tu sais, j'étais dans les groupes des parents, je faisais tout là pour devenir un thérapeute, puis j'ai vraiment freaké au cégep. Fait que j'étais étudiant en graphisme, fait que j'ai fait du graphisme pendant 4 ans de ma vie. Et puis là, j'ai choisi avec ma coloc de l'époque de retourner à l'université faire un bac en sexologie à l'UQAM. Hmm. Et j'ai commencé immédiatement là, à travailler comme une de mes premières jobs, ça a été sur les tests rapides là, du VIH. Donc, on faisait différents types de counseling. Donc, j'ai comme commencé à obtenir plus d'informations sur la santé mentale. Et puis, j'ai travaillé dans le milieu du VIH. Puis, je me suis comme rapidement rendu compte que c'était dur de travailler en santé sexuelle sans travailler en santé mentale. Mm. Donc, éventuellement, après quelques années, là, peut-être 5, 6, 7 ans à travailler dans mon domaine, j'ai décidé de retourner aux études. J'étais en Ontario à l'époque. Déjà à Toronto. Donc, je suis retourné aux études dans ma trentaine pour faire ma maîtrise en psychothérapie. Et puis, depuis ce jour, je suis un psychothérapeute. Et puis, pour ce qui est du podcast, c'était... Bon, il y a eu une pandémie, je ne sais pas si vous en rappelez. Et puis, comme il y a vraiment eu une interruption dans les services que j'offrais là, en mars de 2020, mon boss a suggéré pourquoi tu ne ferais pas une série de vidéos sur YouTube sur la santé mentale, puis je travaille beaucoup en dépendance aussi. Mm. Moi, j'ai fait 2 séries de vidéos, puis je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup ça, créer du contenu, puis le mettre sur Internet, puis que personne l'écoute. Euh, C'est pas puis, vrai. avec cette série de vidéos, c'était un peu vrai. OK. Mais Mais je me suis rendu compte que j'aimais ça, puis ça fonctionnait pas pour moi, une chaîne YouTube, c'était pas ça que je voulais faire. Mm. Une des choses, vous avez écouté mon podcast, c'est que j'ai toujours un invité ou une invitée. Je veux vraiment mettre de l'avant. Je sais là, que même si je suis un homme queer, un homme gay, j'ai quand même beaucoup de privilèges, là, middle class, blanc, éduqué et tout. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir tout ça, d'avoir du temps aussi là, pour faire c'est quand même énormément de travail, là, faire un podcast qui est peu rémunéré ou pas rémunéré. Donc, je veux vraiment mettre de l'avant des voix qu'on n'entend pas beaucoup dans la société. Puis c'est pas que les personnes trans sont pas capables de partir leur propre podcast, là, mais c'est que j'ai plein d'amis qui n'ont pas l'intérêt de faire leur podcast puis qui sont full intéressants. Fait que je peux les avoir pendant 1 heure ou 2 sur mon show puis faire entendre leur voix. Fait que ça a toujours été... ça sonne un peu comme prétentieux, là, mais c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi de mettre de l'avant les voix des gens que j'aime dans ma communauté puis que je trouve que c'est pas des voix qu'on entend beaucoup à la radio, à la télévision
ou dans les médias en général. Alors que les hommes blancs, cis, ça va, là, on commence quand même à se faire entendre assez fréquemment, là. Donc, ça faisait partie de ça. Puis, j'ai comme commencé mon show, puis j'aime beaucoup ça. C'est beaucoup de travail, mais ça m'a aussi permis de reconnecter avec plein de gens là, pendant la pandémie. Mhm. Voilà, c'est comme ça qu'un Mental Health Much est né. Très cool. Puis j'avais juste envie d'ajouter pour le bénéfice de l'auditoire que c'est un podcast qui est comme à 90% en anglais, mais comme tu as un 10% à peu près d'épisodes qui sont en français. Fait que c'est quand même cool, là, juste le mentionner s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui parlent pas, qui comprennent pas l'anglais, ils peuvent très bien aller fouiller dans ton catalogue tes épisodes en français qui sont super intéressants aussi. Ouais, ça a toujours été dans ma tête, c'était comme évident que j'allais avoir des épisodes en français parce que quand je pensais à qui je voulais avoir sur mon show, il y avait des personnes qui étaient francophones. Fait que je suis comme, ben, ok, c'est ça qui va être ça. Puis c'est bizarre, j'avais vraiment pas, tu sais, si vous m'aviez parlé il y a 15 ans, francophone hors Québec, j'y pensais pas vraiment, là. Mais cette identité-là de franco-ontarien puis de francophone hors Québec, je la trouve vraiment importante. Même si pour l'instant, je pense que tous mes épisodes francophones sont avec des personnes qui habitent au Québec. Éventuellement, je trouve ça intéressant de promouvoir le fait que il y a des accents différents puis il y a de la beauté Ouais. francophone à l'extérieur du Québec. Dans le fond, on avait envie de t'inviter, on voulait parler de dépression, puis on trouvait que c'était super d'avoir quelqu'un qui est un professionnel de la santé mentale pour en parler. Puis tantôt, tu as mentionné comme le fait que personne sait c'est quoi la différence entre un psychologue puis un psychothérapeute. Peux-tu nous le dire rapidement qu'on finisse par le savoir? Parce que même moi, je suis pas sûre que je la sais, là, la différence. C'est comme subtil, je te dirais, là. Puis c'est différentes provinces au Canada Ouais, ont différentes nomenclatures un peu. Donc, si je retournais au Québec, je pense qu'au Québec, le terme psychothérapeute n'est pas protégé ou pas encore. Donc, ok. tout le monde pourrait s'appeler un psychothérapeute. Là, je suis pas sûr, ça a peut-être changé dans les dernières années. Mais de façon générale, les psychothérapeutes, ce qu'ils font, c'est ce qu'en anglais j'appelle talk therapy, là. Donc parler avec un thérapeute. Euh, Souvent, quand les gens genre se ferment les yeux puis pensent à c'est quoi que ça fait dans la vie un psychologue, ben ils pensent à de la talk therapy. Donc, Ok. j'y vais, je parle de mes problèmes, on trouve des solutions, on offre du support, bla bla. Donc, nous, les psychothérapeutes, on a le droit de faire cet acte-là qui est de la psychothérapie. Euh, en Ontario, les social workers, les travailleurs sociaux qui ont suivi un certain parcours ont le droit aussi de faire l'acte de psychothérapie. Et naturellement, les psychologues peuvent faire aussi cet acte-là. Et il y a certains psychiatres qui font du talk therapy, puis il y a certains psychiatres qui en font pas du tout. Ok. Donc, puis là, les psychologues, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils ont le droit de faire des diagnostics. Donc là, on va parler de dépression, et moi, je n'ai pas le droit de diagnostiquer. Et bien, je vais en parler quand même pendant cet épisode-ci. Oui, Euh, ben c'est ça, parce que j'imagine que, tu sais, c'est pas tout le monde nécessairement qui a un diagnostic ou qui a besoin d'un diagnostic, mais ouais. toi, peu importe, tu peux parler avec la personne puis voir l'aider, puis tu dois connaître aussi les différents troubles de santé mentale ou... Ouais, la grosse différence, c'est que justement, moi, j'ai pas étudié le DSM, là, le Mm. Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder. Donc, j'ai devenu de la misère à me rappeler le nom. Mais le DSM, c'est comme la Bible un peu là, Ouais. de la santé mentale. Moi, je ne l'ai pas étudié, donc je connais moins ça. Je peux moins faire en fait, j'ai pas le droit là, légalement de faire un diagnostic. Je sais pas si c'est la loi, là, mais en tout cas, j'ai pas le droit avec mon collège professionnel, mon ordre professionnel. Mais oui, les gens m'arrivent avec toutes sortes de diagnostics, puis je les prends comme ils sont, puis on en parle, de ces Ouais. choses-là. Évidemment, sans faire de diagnostic, mais je me demandais si tu pouvais nous aider à démêler un peu c'est quoi la dépression. Puis tu sais, on entend comme, il y a plein de sous-formes de dépression, tu sais, quelqu'un qui a une dépression chronique, il y a la dépression saisonnière dont on entend parler. Puis tu sais, on mélange ça des fois aussi avec le burn-out, avec l'épuisement professionnel, tu sais, comme, peux-tu nous aider à démêler en gros c'est quoi, qu'est-ce que c'est une dépression? Ouais, je vais faire de mon mieux parce que c'est un peu compliqué.
Puis, comme je dis, le DSM, vous êtes peut-être au courant, mais il change à chaque comme 5-10 ans. Ouais. Puis là, ça change aussi. Donc, ouais. De façon générale, la façon dont les gens se font diagnostiquer une dépression, il y a une série de comportements, là. Et puis je pense qu'il y en a 9, puis si ils ont 5 sur 9 pendant plus que 2 semaines, ça veut dire ils peuvent se faire diagnostiquer avec une dépression. Donc, ces comportements-là, c'est comme perte de sommeil, perte d'intérêt, perte ou gain de poids, se sentir sad, avoir de la misère à faire des décisions. Je les connais pas tous exactement par cœur, mais c'est quand même vague, là. C'est vraiment juste des comportements. Et si quelqu'un a 5 de ces 9 comportements-là pendant plus que 2 semaines, il peut se faire diagnostiquer avec une dépression. Donc, c'est ça. C'est vraiment vague. Moi, dans ma tête, souvent, la dépression, c'est plus comme un symptôme qu'une maladie, là. Tu sais, souvent, il va y avoir quelque chose d'autre en dessous de ça. Il va y avoir quelque chose qui cause tout ça. Et puis là, je pense qu'on dit plus une dépression chronique, là. Je pense que le mot a changé. Mais il y a un autre diagnostic pour si les gens ont tous ces symptômes-là pendant plus que 2 ans. Donc, je pense que c'est ça qui va dire dépression chronique, mais je pense que ça s'appelle plus une dépression chronique. Écrivez-moi un email si j'ai pas raison. Mais c'est ça, si ça dure plus que 2 ans. Quand même. Des burn-out, ben, c'est de la fatigue, souvent de la fatigue professionnelle. Donc, c'est comme tous les mêmes symptômes, mais les gens, souvent, qui font des burn-out sont comme relativement conscients que c'est parce que je travaille bien trop et je suis vraiment fatigué. Alors qu'une dépression, les gens ont peut-être moins exactement l'idée de c'est quoi la cause, ou ça peut être comme plus une cause genre émotionnelle, genre un break-up, grief, donc perdre quelqu'un. Donc, alors qu'un burn-out, les gens, ils vont comme la principale truc, là, je mets des guillemets, mais vous le voyez pas parce que c'est un podcast, c'est de la fatigue. Les gens sont comme capables de savoir, il me semble que si je me reposais pendant 2 semaines, j'irais mieux. Alors qu'une dépression, pas nécessairement, parce qu'un des symptômes, c'est que les gens dorment tout le temps. C'est ça, puis dans le fond, on parle très souvent d'épuisement professionnel, mais de plus en plus, on entend parler, comme moi, je sais que j'ai souvent entendu parler de l'épuisement parental aussi, là, ou d'un burn-out parental, puis on entend aussi parler d'épuisement militant. Je pense qu'on en a déjà parlé, Marie et moi. Dans votre premier épisode. Ouais. Tu sais, c'est sûr que comme notre génération de personnes qui étaient à l'université en 2012 lors du gros mouvement de grève étudiante au Québec, c'est sûr que on en entend entendu beaucoup parler là, des amis qui avaient, c'est ça, qui faisaient un burn-out plus militant parce que c'était ça, mais j'imagine qu'au final, ça revient tout un peu au même, c'est juste la cause qui... Tu sais, c'est une grande fatigue, mais qui est causée par une cause X, là. Ouais, une cause sur laquelle les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup de contrôle, là, comme le capitalisme. C'est dur d'avoir du contrôle. Ça me fait penser à ce que tu dis que certains trucs qui sont dans le DSM, c'est aussi le postpartum depression. Ah ouais. Donc, la dépression après une grossesse, c'est quand même important. Puis la dépression saisonnière aussi, qui est vraiment caractérisée par la perte de lumière, les journées plus courtes. Puis ça, comme la façon, quote-unquote, de diagnostiquer, ben c'est s'il fait soleil, est-ce que les gens vont mieux, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai, tout le monde, on dirait, sort un peu d'un nuage sombre quand le printemps arrive, là. Mais ça, c'est intéressant. Je travaille avec des gens qui vont pas mieux quand l'été arrive, et c'est vraiment difficile mentalement de se dire « Oh mon Dieu, c'est le printemps, tout le monde va mieux et moi, je ne vais pas mieux. » Souvent, les gens qui ont ça, ils ont eu de la dépression saisonnière dans le passé, donc ils s'attendent un peu à ce que le cycle revienne. Et là, on est en juin, ils vont pas mieux et ils voient tout le monde aller bien. Je trouve ça vraiment... pas difficile là, de travailler avec ces gens. Je veux pas dire que c'est des clients difficiles, mais je trouve que c'est comme émotionnellement, là, ça me touche beaucoup là, quand je vois les gens qui disent « Oh mon Dieu, je devrais aller mieux puis je vais pas mieux. » C'est clair. Là, on a comme ouvert la porte un peu de la dépression saisonnière, puis j'ai envie d'aller explorer un petit peu, dans le fond,
Y a-tu d'autres choses? Parce que moi, j'ai toujours l'impression que, tu sais, des troubles de santé mentale, il y a jamais une cause. Tu sais, c'est souvent multifacteur, des facteurs systémiques, des facteurs individuels, des moyens de coper qu'on avait avant qui, là, tout à coup, marchent plus. Bon, hem, la dépression saisonnière, c'est quoi les autres facteurs, justement? Tu sais, c'est-tu vraiment juste comme je m'achète une lampe solaire, puis comme ça peut être ça, moi, je sais que ça a changé ma vie, là, une lampe solaire, mais y a-tu d'autres choses qui accompagnent? Est-ce que c'est les histoires que les gens se racontent par rapport à l'hiver? Puis comme, est-ce que les gens savent ont l'impression que, tu sais, leur vie est plus petite l'hiver, les possibilités sont restreintes, tu sais? Je ferais le parallèle avec le confinement, tu sais, où est-ce que tout le monde était déprimé. C'est quoi les causes de la dépression saisonnière outre la baisse de lumière? Mhm. C'est une bonne question, là. Je rentre un peu sur un territoire de je le sais moins parce que c'est pas ça ma Mmh. job. Mais de façon anecdotique, là, ce que j'entends, puis j'ai un épisode sur mon show sur la dépression saisonnière. Mais il y a comme le soleil et la lumière, faut comme pas non plus négliger l'importance que ça a. Là, tu dis, ma lampe solaire, elle m'a sauvé la vie. Puis, tu sais, il y a des gens pour qui, justement, là, de prendre Mackenzie sur mon épisode, de juste s'asseoir devant sa fenêtre, faire l'effort tous les matins de faire ça, ça fait vraiment une différence dans sa vie. Euh, donc, il y a ça aussi. Là, je m'en vais sur un... je pense que j'ai jamais dit ça à voix haute, mais voici ma théorie aussi de ce qui se passe. Je pense que de l'âge de 5 ans à, mettons, 20, 25, 30, on vit sur un cycle scolaire et on grandit sur un cycle scolaire. Et même si les années fiscales, comme les années du calendrier sont du janvier à décembre, les années fiscales sont du printemps au printemps, euh, il y a vraiment quelque chose dans le cycle de la tête de on revient à la job. Et l'automne, là, moi, je travaille juste à mon compte, là, maintenant, pour la première fois de ma vie, donc je vais voir ça va être quoi mon automne, mais souvent, là, c'est tellement occupé à Mmh. l'automne. Euh, il y a beaucoup de gens qui reviennent de leurs vacances d'été puis qui se sentent pas nécessairement coupables d'avoir été en vacances, mais qui donc se mettent plein de trucs. Il y a des conférences à l'automne. Il y a plein, c'est comme vraiment occupé beaucoup l'automne professionnellement et il n'y a pas vraiment de euh, pun intended, lumière au bout du tunnel. Là. Mmh. C'est comme ça va être ça ma vie pour les 8 prochains mois, ça va être beaucoup de travail. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans qui joue beaucoup. Je pense que le fait d'aller à l'école de septembre à juin, là, vraiment, a une influence sur la façon dont on voit la vie euh, en tant qu'adulte. Là. J'aime vraiment ta théorie, puis c'est ça, j'ai l'impression que, tu sais, à la rentrée, on roule sur l'énergie de OK, on reprend le beat, let's go, puis là, Mhm. arrive novembre, puis là, c'est comme ouais, en tout cas, c'est plate, hein? Mais moi, je sais que j'ai réalisé l'autre fois que, tu sais, parce que c'est vrai, moi aussi, là, je pense encore mon année en fonction de, comme de septembre à juin, tu sais, on dirait que c'est ça que je vois parce que, tu sais, l'été, c'est sûr qu'il y a les vacances, même si on travaille, puis tout. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que la portion avant, parce qu'on le sépare aussi en deux avec avant Noël puis après Noël, Mhm. mais la section avant Noël est plus courte que la section après Noël, puis des fois, j'ai l'impression qu'on essaie de faire fitter autant d'affaires dans cette section-là que dans l'autre après, là. Puis, Mhm. ouais, non, ça me fait réfléchir vraiment. Je pense que c'est une théorie à explorer. Il va falloir checker s'il y a des études là-dessus. Je sais, moi, quand j'étais jeune aussi, parce que dans ma tête, septembre, octobre, novembre, décembre, les noms des mois se ressemblent. Ouais. Et dans ma tête, c'est plus court que 4 mois. Mais c'est long, 4 mois, Ouais, là. C'est ouais, quand même ouais. beaucoup de temps. Mais vu on arrive dans les ambres, genre, dans les mois BRE, là. Ouais. Donc, dans ma tête, c'est comme presque fini. Mais non, le mois de novembre, il est long, longtemps, là. Mhm. Surtout Ouais. après le gay holiday qui est Halloween. Oui. Clairement. Ouais, ouais. Moi, j'avais vraiment envie de revenir sur, là, on va plugger un autre de tes épisodes. Tu as un épisode sur le burn-out que j'ai vraiment beaucoup aimé, puis entre autres parce que dans l'épisode, vous disiez, je me souviens plus si c'est toi ou ton invité, mais que entre autres, tu sais, les personnes queer, c'est souvent des overachievers puis des people pleasers, puis que ça t'amène en plus de, des fois, des enjeux de santé mentale qui peuvent être comme c'est pas nécessairement comme propre ou réservé aux personnes queer, mais on sait que les personnes queer ont quand même
un certain nombre de problèmes de santé mentale des fois. Mhm. Ben c'est ça, fait que le fait d'être overachiever puis people pleaser, ça fait que tu veux être bon en thérapie, tu veux performer ta thérapie. Puis moi, je sais que ça m'a beaucoup validé dans mon sentiment de moi-même en thérapie. Puis ben j'avais envie de t'entendre là-dessus. Tu sais, premièrement, aller écouter l'épisode, il est vraiment bon, mais comment ça se fait qu'on est de même? C'est la question. Euh, il y a plusieurs idées, plusieurs approches. Une que j'aime beaucoup, c'est... j'ai un épisode aussi avec lui, c'est un de mes mentors qui s'appelle Rick, qui parle beaucoup de validation. Donc, le manque de validation pour la Mhm. personne que l'on est quand on est jeune. Les personnes queer reçoivent pas de validation pour qui ils sont, mais ils reçoivent de la validation pour ce qu'ils font. Donc, Mm. juste sur leurs actions et pas sur comme leur identité et qui ils sont. Donc, ils vont comme se venger, si on veut, sur les actions et comme la seule chose que j'avais, c'est que j'étais bon à l'école. Mhm. C'est vraiment quelque Mm. chose que j'ai entendu fréquemment. Euh, Sinon, il y a comme d'autres types d'actions. Là. Donc, j'étais le clown de la classe. Donc, ça faisait rire les Mm. gens, ça me donnait de la validation, tu sais. Mais ça devient vraiment comme ce overachiever-là. Puis ça aide à survivre le secondaire. Mhm. Mhm. Sauf que ça arrête pas. Euh, Puis, tu sais, moi, j'ai quand même pas haï ça, l'école, mais tu sais, l'école puis l'université, là, ça apprend rien que tu as besoin dans la vraie vie, Mhm. là. La quantité, je vais un peu sur un sujet à part, là, mais la quantité de gens qui me disent comment que je fais pour me faire des amis dans ma, genre, trentaine, mais c'est parce que tous nos skills sociaux, on les a appris dans un environnement qui Mhm. existera jamais ailleurs qu'à l'école. Ça va jamais arriver là, que toutes tes activités sociales et intellectuelles, etc., tu sois coincé dans un bâtiment avec les mêmes personnes pendant Mhm. 5 ans. Tu sais, ça arrivera plus jamais dans ta vie, là. Donc, quand les gens finissent le secondaire, l'université, ben, ce qui leur a sauvé la vie en étant perfectionniste ou en se trouvant une façon. Il y a aussi un peu le cliché de si j'ai des bonnes notes, je vais pouvoir aller à l'université, puis si je vais à l'université, je vais aller à Montréal ou à Toronto ou Mm. à Ottawa, puis je vais quitter mon milieu familial. Donc, ça, c'est quand même aussi quelque chose d'important. Puis, c'est ça, les gens, quand ils ont une coping strategy, ben, ils n'arrêtent pas de les avoir juste parce qu'ils en ont plus Mhm. exactement besoin. Puis là, ben, ils burn out. Mhm. Ouais. C'est comme la cause du burn-out, puis après ça, comment, dans le fond, les gens qui sont beaucoup dans ce mindset-là, comment tu arrives à percer à travers ça? Parce que, comme Catherine posait, tu sais, ces gens-là reproduisent les mêmes dynamiques en thérapie. Fait que là, c'est comme, OK, ben là, j'étais épuisée, je me suis épuisée parce que je voulais donc que mon boss me trouve compétente, mettons. Puis là, je suis en thérapie, puis là, je veux donc que mon thérapeute me trouve utile puis efficace. Fait que c'est quoi? Qu'est-ce que tu as observé dans ta pratique qui sont des façons utiles d'aller au-delà de ça, tu sais? Avant de répondre, je tiens à dire que genre un de mes memes préférés. Si vous écoutez mon podcast, vous savez que genre je suis full un amateur de memes. Là. J'aime vraiment ça. Mais c'est quelque chose qui dit comme genre je me sens coupable de pas m'être assez reposé efficacement dans ma journée off. J'adore ça. Ah Puis ouais, les gens font ça en thérapie. Souvent, ça dure pas longtemps parce que je le call out comme quand je le vois. T'sais. Puis moi, j'utilise beaucoup l'humour comme forme de thérapie. Là, c'est ma personnalité. Euh, Fait que, tu sais, je le pointe. Puis quand ça revient, je fais comme, ah ouais, on a besoin d'être parfait hein, en thérapie encore, tu sais. Puis je fais comme, je travaille à une des modalités que j'aime le plus s'appelle Internal Family System Therapy. Donc, c'est beaucoup Mhm. de travail avec les... je sais même pas c'est quoi en français, là, je suis désolé. Mais les parts, fait qu'il y a comme une partie de toi qui veut vraiment performer. Il y a une partie de toi qui a vraiment peur. Il y a une partie... C'est comme, mettons là, il y a une partie de toi qui est vraiment fâchée contre ta mère parce qu'elle a fait telle chose quand elle est jeune, puis il y a une partie de toi qui est intellectuellement capable de savoir que c'était une mère monoparentale puis qu'elle faisait de son mieux. Puis tu as le droit d'avoir Mhm. ces deux parties-là qui existent, tu sais. Donc, Mhm. euh, je travaille beaucoup avec les parties, c'est un peu bizarre en français, des gens. Allez pas m'arrêter, là. Euh, euh, donc, souvent, je vais demander aux gens comme, OK, c'est ton perfectionniste qui revient. Mais mettons,
on l'a entendu, là, est-ce qu'on peut lui demander d'aller s'asseoir pendant une seconde? J'aimerais juste savoir ce que le reste de toi Ouais. pense de ça. Donc, moi, c'est une façon de travailler que j'aime vraiment beaucoup, surtout avec le monde queer, qui ont intellectualisé tellement de choses qui sont tout le temps coincées dans leur tête, Mmh. puis qui m'expliquent ce qu'ils vivent au lieu de vivre ce qu'ils Ouais, vivent, là, ouais. sans Mmh. arrêt. Fait que là, je suis comme, OK, non, mais je sais que tu es capable de me l'expliquer, mais j'aimerais ça voir comme d'autres choses. Fait que, ouais. Mhm. C'est un peu, c'est un peu ça ma technique, là. C'est pas si, je révèle C'est les vrai. secrets de la thérapie, là. Non, mais je trouve ça vraiment le fun. Moi, j'aime ça comprendre, je pense. Fait que des fois, comme j'aime ça en thérapie, que comme comprendre ce que la thérapeute est en train de faire, là, tu sais, comme puis faire OK, Mhm. c'est ça qui est. Comme je comprends, comme ça me fait tout le temps rire quand je me rends compte comme qu'elle suit comme le. Comme quand je croise ma jambe, puis que là, je change de bord, puis qu'elle change aussi, je suis comme Ah, OK, comme est attentive à mon. Je le sais, comme je sais que c'est une technique, je sais que ça va, on dirait que ça me rassure. Ouais. Je suis comme OK, elle m'écoute. Mais c'est ça, mais ça permet d'aller vraiment plus loin. L'exemple avec la mère, tu sais, je suis comme, OK, mais Ouais, je le sais que tu l'aimes, ta mère, là. Je sais qu'elle a fait ouais, de ton mieux. Est-ce qu'on peut, comme, bravo, merci, on le ouais. sait. Est-ce qu'on peut prendre ça puis le mettre de côté juste une seconde parce qu'il y a une autre partie de toi qui a envie de s'exprimer Mm. sur ta Ouais, mère puis t'as comme besoin d'être fâché. Puis on le sait, là, elle était bonne, elle était fine, elle a fait de son mieux, c'est difficile, le monde est sexiste. Genre, ouais. bravo. Mais comme on le met de côté, puis on va se concentrer sur l'autre partie parce qu'elle a besoin de s'exprimer, cette partie-là, elle Mhm. aussi. Donc, c'est un peu la même chose que je fais. C'est juste, cet exemple-là est un petit peu plus facile à comprendre, là. Ouais. Ouais. Euh, C'est comme, dans le fond, c'est donner le droit à tes clients d'exister dans leurs contradictions. ben, 100%, là. C'est ça que Ouais. je fais, là. C'est ça ma job, là. Ouais. Mhm. Ouais. Mhm. Mais pourquoi on déciderait de recourir à un thérapeute? Ce serait quoi, selon toi, une bonne raison d'essayer ça comme traitement? Hmm. C'est une bonne question. Tu sais, là, je suis vraiment. J'ai un biais, là, mais dans ma tête, tout le monde devrait essayer. Tout le monde. Mais je pense pas que tout le monde devrait être en thérapie tout le temps. Tu Non. sais, je pense que ça, c'est aussi important à dire. Là, c'est vraiment une grosse partie du processus thérapeutique, c'est aussi de prendre des pauses de la thérapie. C'est Hmm. aussi important que d'être en thérapie. Puis, comme moi, une des choses que je dis aussi beaucoup, c'est que les moments entre nos sessions, comme je te vois à chaque semaine, les moments entre nos sessions sont bien plus importants, puis tu fais bien plus de progrès que pendant l'heure qu'on passe ensemble. Tu sais. C'est juste que quand tu es en thérapie, souvent, tu as ça qui est à l'avant, t'entends un peu, tu te rappelles la conversation qu'on a eue la semaine passée quand tu fais face à une situation, tu fais comment je vais essayer ce truc-là que Vincent m'a parlé ou je vais essayer de faire ça, mais tout ce qui se passe en dehors de la thérapie, c'est vraiment important. Hmm. Je sais pas, je pense que si quelqu'un est curieux par Hmm. rapport à la thérapie, c'est assez pour moi, tu sais, comme thérapeute. Juste genre, j'ai l'impression d'avoir plein de choses qui me tournent dans la tête. Souvent, là, des pensées circulaires. Dès que quelqu'un a genre beaucoup de pensées circulaires dans leur tête, je dirais comme ça peut faire du bien d'aller en thérapie si ça part pas là, rapidement. Mhm. Euh, Il y a un peu cette vision-là qui vient des années 70-80 où genre tu vas seulement en thérapie si ça va vraiment pas, puis si t'es une femme blanche dans la cinquantaine, soixantaine. Tu sais, euh, la peur de la thérapie est vraiment basée sur le sexisme et la misogynie, là. Hmm. Si on regarde tous les exemples de femmes névrosées, je m'excuse d'utiliser ce mot-là, là, mais dans les médias, c'était ça, là, c'était ces gens-là qui allaient en thérapie, puis Ouais. personne d'autre, tu sais. Puis là, je suis tanné, là. On peut-tu passer à d'autres Ouais. choses? J'ai l'impression que n'importe qui est queer aussi, ça peut pas faire de tort là, d'aller en thérapie. C'est dur, là, genre vivre puis avoir grandi en se faisant jamais valider, puis Mhm. en se voyant de nulle part dans notre société, puis en ayant toujours la crainte qu'il faut se cacher. Là. C'est sûr qu'il y a des choses à regarder. Euh, puis ouais, ça, c'est comme un peu plus méta, là, mais si quelqu'un se rend compte qu'il y a vraiment des grosses barrières à aller en thérapie, là, je me dis, tu sais, ça, c'est peut-être un signe que t'en as besoin aussi, tu sais, j'aime ça, moi, aller regarder ces barrières-là, là,
avec des amis ou avec des gens que je connais. Fait comme, Mhm. il y a beaucoup de préjugés, tu sais, de la stigmatisation internalisée par rapport à c'est quoi la thérapie, c'est quoi la santé mentale. Mais Mhm. bref, moi, je crois que tout le monde devrait y aller à certains temps, mais tu sais, comme moi, en ce moment, là, j'en ai eu une thérapie dans le passé, j'ai pris des breaks, puis là, en ce moment, je suis en break, puis tu sais, je me sens vraiment pas. J'y ai pensé d'ailleurs dernièrement à cause que vous m'avez demandé d'enregistrer ça, puis j'étais comme, faudrait-tu que je retourne voir Émilie, tu sais. Mais non, je le ressens pas. Donc, Mhm. voilà. C'est pas une question qui a une réponse genre one size fits all, mais Ouais. Ouais. allez-y, tu sais, si vous l'avez jamais fait, je sais que ça coûte cher, mais sinon, vous avez pas grand-chose à perdre. Regardez du côté de vos assurances, des fois de votre employeur, des fois j'ai l'impression que souvent c'est pas grand-chose qui est couvert, c'est très peu Ouais. de séances, mais si vous êtes curieux, comme allez-y, allez Mhm. prendre les 2-3 séances qui sont payées, là. Ouais, puis essayer de construire quelque chose aussi. Mmh. Beaucoup de gens, un des obstacles à être en thérapie, c'est de trouver un bon ou une bonne thérapeute qui fit avec qui on est, là, puis c'est Ouais. vraiment... tu sais, moi, j'ai de la misère à trouver c'est qui va me faire un massage, là. Fait que, tu sais, genre, trouver un thérapeute, c'est vraiment... c'est comme complètement aléatoire, là. Je suis allé sur un site web, moi, pour trouver ma thérapeute, puis ça, là, je regardais les photos, puis je lisais les descriptions, puis j'étais comme ben, elle a l'air gentille, tu sais, puis je la connais pas, Mhm. parce que ça, puis dans le Ouais. milieu queer, on se connaît, là, surtout que moi, je suis un thérapeute, là, puis je travaille dans Ouais. le domaine depuis 15 ans, là. Tu sais, Les toutes choix sont les autres limités. thérapeutes, je les connais, là, on se voit le vendredi soir, puis Mhm. on prend une bière, là. Ouais. Fait qu'ils peuvent pas vraiment être mes thérapeutes. Puis, t'as mentionné quelque chose, tu sais, quelqu'un qui a des appréhensions ou des a priori face à la thérapie. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit, tu sais, comme, ben moi, mettons, je vais donner l'exemple de l'éco-anxiété, tu sais. Moi, j'ai pas envie d'apprendre à gérer mon éco-anxiété parce que c'est important d'être préoccupé par le monde qui brûle, puis comme, j'ai pas envie de régler ça parce que sinon, je vais m'endormir, puis j'utiliserai plus ça comme moteur de changement, tu sais. C'est un exemple parmi tant d'autres, Mmh. mais qu'est-ce que tu Mhm. offrirais pas nécessairement en réponse à ça, mais tu sais, c'est quoi la question? Comment tu ferais l'avocat du diable, mettons, par rapport à cette question-là? Bon, d'abord, soyons là pour dire le diable a assez d'avocats, là. J'ai pas vraiment envie C'est ça que j'allais dire. de m'ajouter à sa liste. Marie, excellente idée de demander à un homme blanc cis de faire l'avocat du diable. C'est parfait. That's what I was born for. Euh, sinon, ben là, moi j'ai un autre modèle que j'aime beaucoup pour ça, qui s'appelle le modèle systémique sur la santé mentale. Je sais pas si Un peu, ça vous ouais. dit, mais bon, je vois des Ouais. noms, puis j'imagine qu'à la maison, peut-être que non aussi. Puis c'est, en fait, l'approche systémique, c'est le fait qu'on vit dans différents systèmes en tant qu'être humain. Donc, il y a des systèmes qui sont tout petits, comme des microsystèmes, que c'est comme peut-être moi, mon chum, mes amis les plus proches, ma maison, mes enfants. Euh, Puis jusqu'à des systèmes qui sont comme de plus en plus grands, qui sont des macro-systèmes, donc le capitalisme, le Canada, l'Occident, tu sais, donc toutes ces choses-là. Puis dans ma tête, comme l'activisme, ça se passe au niveau du système macro, puis la santé mentale, puis le self-care. C'est quoi self-care en français? Mon Ben Dieu, difficile. ouais. Soin de soi. Le soin de Mhm. soi. Euh, euh, ça se passe au niveau genre micro. Puis c'est important d'être capable d'aller dans toutes ces sphères-là de façon confortable. Mmh. Mhm. Euh, je rappelle aux gens qui peuvent pas être des bons activistes s'ils sont en burn-out. Ça sert à rien. Si tu fais juste vivre dans un système macro puis que tout ce que tu fais, c'est être fâché tout le temps, ben premièrement, tu vas mourir. Là, comme on sait que la colère sans cesse puis que le trauma sans cesse, ça a des effets genre sur le corps physique. Fait que si tu veux être un bon euh, si tu veux être un bon genre militant, faut aussi que tu aies des moments où tu sois capable de prendre soin de toi puis de te reposer. Puis je pense que ce que les gens ont peur, c'est l'inverse, justement. Donc, de vivre juste dans le macro, c'est pas super bon. Puis de vivre juste dans le microsystème, c'est pas Mhm. super bon non Mhm. plus. Donc, c'est Ouais. vraiment d'être capable d'aller dans tous ces systèmes-là à la fois, de différentes grandeurs. Parce que sinon, les gens vont faire des burn-out et vont arrêter de toute façon. Ouais. T'sais. Donc, Ouais. s'ils veulent continuer à être militants, il faut qu'ils s'occupent de leur plus petit système. Il faut qu'ils s'occupent d'eux-mêmes. Puis
comment être bien, comment se sentir en sécurité, puis comment prendre soin de toi pour justement avoir l'énergie d'aller t'attaquer à ces plus grands Mhm. problèmes-là de façon safe, tout en sachant que c'est plus un système est gros, plus il est résistant au changement. Mhm. Ouais. Donc, j'ai pas beaucoup, moi, ma petite personne, d'influence sur le capitalisme sauvage, tu sais. Mais j'ai de l'influence sur où est-ce que j'habite dans la ville, c'est qui mes amis, euh, puis à qui je dis non, puis à qui je dis oui pour faire des activités. Donc, ça fait quand même du bien des fois de se retourner un peu sur des choses sur lesquelles tu as du pouvoir, là. Mhm. Euh, plutôt que juste continuellement te battre. Mais il faut continuer à être militant, chacun à sa façon. Ouais. Euh, donc, c'est ça que je dirais à Mhm. quelqu'un. Puis l'approche systémique, j'aime beaucoup ça. Parce que ça me parle. Puis que ça fait du Ouais. sens. Ben, je pense que j'ai déjà été exposée à quelque chose comme ça, mais c'est la première fois que je l'entendais expliquer comme l'idée de, tu sais, c'est comme des cercles concentriques, là, tu sais, puis t'as le Mhm. macro, puis t'as le micro, puis la bonne santé mentale, c'est la capacité de pouvoir passer de l'un à l'autre. J'aime beaucoup ça parce que je pense que cette méconception-là vient du fait que les gens pensent que les gens en thérapie sont comme en déni, tu sais, puis que Mhm. c'est une forme d'enfermement sur soi. Ouais. Puis que c'est un moyen de se mettre des œillères, puis d'avoir du fun, même si justement la planète brûle, Mhm. versus de concevoir ça comme un moyen d'être le pour être le meilleur ou la meilleure militante possible, il faut que je prenne soin de moi, tu sais, pour avoir un meilleur pouvoir d'agir après ça, pour avoir toutes mes facultés, puis que ça soit durable, en fait, puis que ce soit pas Mhm. juste, tu sais, une étincelle, puis que je me décompose après. Là. Ouais. Puis tu sais, les nouvelles, ils changent pas si rapidement que ça, là. Tu sais, je prends Mhm. l'exemple du début COVID parce que c'est quelque chose, je pense, que tout le monde a vécu. Je pense que tout le monde a été coupable à maner d'aller voir les nombres de cas à tous les jours, 2 fois par jour, là. Tu sais, Mhm. puis là, Ah à ouais. maner, il y a beaucoup de gens qui ont fait comme, OK, tu sais, je peux peut-être aller voir le nombre de cas 1 fois par semaine. Tu sais, ça l'a Ouais. pas une grosse influence. Tu sais, en ce moment, là, exemple, facile à parler, mais comme la guerre en Russie, en Ukraine, tu sais, comme c'est important de se tenir au courant, mais tu sais, est-ce que tu es obligé d'être 24 heures sur 24 sur Twitter à aller lire tous les petits détails qui se passent sur un conflit sur lequel Mhm. toi, en tant que petit citoyen canadien, tu as vraiment très peu d'influence, là? Ouais. Non. Mais est-ce que juste de dire comme non, moi, ça, je regarde pas ça, je parle pas jamais de politique, c'est pas mieux non plus. Mhm. Ouais. Donc, trouver un peu genre de balance entre les deux. Ouais, puis je trouve ça intéressant le point de vue que tu amènes aussi parce que j'ai l'impression que ça peut briser certains préjugés par rapport comme à la thérapie ou à comme, tu sais, l'approche psychologique, mettons, parce que je sais que dans les cercles que j'ai côtoyés, tu sais, il y avait beaucoup de gens qui étudiaient comme en sociologie, par exemple, puis c'est comme si on finissait, puis moi aussi, j'ai un peu étudié en sociaux, puis c'est comme si on finit des fois par comme opposer la socio puis la psycho, comme Mhm. si la socio s'occupe comme justement de la société, puis la psycho, ben s'intéresse juste aux individus. Et donc, il y a comme le préjugé de la part des gens sociaux que la psycho, c'est comme juste individualiste, puis que c'est pas... Puis moi, je sais que ça m'a aidé de prendre des cours en psycho aussi, puis notamment des cours de psychosocial, de comprendre comme aussi comme je sais pas, là, les liens, puis le fait que, comme tu dis, tu sais, il faut voir les deux, puis... tu sais, c'est pas comme mutuellement exclusif, c'est juste comme Mhm. deux manières de voir les choses, deux lunettes, mais en même temps, il faut que, tu sais, comme le cliché de dire, ben, il faut pas que tu ailles en thérapie, puis que ton thérapeute fasse juste te dire, ben oui, mais arrête d'être queer ou Mhm. arrête Mhm. d'être une personne noire, puis tu vas aller mieux, là, tu sais, c'est pas comme... Faut que le thérapeute soit capable de prendre en compte justement là, les barrières systémiques puis les facteurs de pression qui peuvent jouer dans la vie des personnes, puis sans dire comme que la thérapie sert à comme venir, venir te donner... Tu sais, ça vient te donner des soutiens individuels pour survivre là-dedans, mais ça veut Ouais. pas dire que tu nies les systèmes de pression qui sont là, là. Ouais. Tu sais, ça, c'est sûr que c'est dur aussi. Là. Moi, on l'a dit, là, je suis blanc, je suis cisgenre. Tu sais, il y a des oppressions que je vis pas au quotidien. Puis la plupart de mes clients, en fait, sont pas blancs puis cisgenres, là. Donc, il faut aussi que je sois capable de les comprendre
là-dedans, puis comme comment est-ce que tu peux prendre une pause si à chaque fois que tu ouvres Grindr, qui est une application de rencontre gay, tu te fais insulter, genre, parce que t'as l'air, parce que t'es gros, parce que t'es noir, parce que t'es asiatique. Tu sais, c'est quand même rough aussi. Puis ça, moi, il faut que je comprenne mes limites aussi, que je les vis pas de cette façon-là, ces expériences-là aussi. Puis c'est plus dur à ignorer que la guerre en Russie. Tu sais, Ouais. c'est vraiment très proche, là, c'est dans mon... Tu sais, on parlait de macrosystème, mais dans le milieu, il y en a un qui s'appelle le mésosystème. Tu sais, si en étant queer, un homme queer asiatique à Toronto, ben même un peu le petit système est pas safe pour moi. Tu sais, à quel point il faut que mon système soit petit pour me sentir en sécurité. C'est plus facile d'ignorer des plus gros trucs, mais c'est plus dur quand, à tous les jours, quand je sors dans le village, je me fais genre rejeter à cause de mon identité et à cause de qui je suis, là. Donc, il faut aussi... ça, c'est dur. C'est dur en thérapie, là. Il y a comme pas de solution magique parce que on va pas... je le dis souvent, là, toi et moi, assis dans cette salle-là, on va pas régler le racisme systémique dans les communautés gays, tu sais. C'est pas sur ça qu'on est capable de travailler, toi et moi, en ce moment, dans mon salon. Il n'y a pas de solution magique. Mais mettons qu'on en voudrait une, là. Comme, mettons qu'on va pas bien puis qu'on veut s'en sortir. C'est quoi la recette pour s'en sortir? Très, très... je sais que c'est très at large, là, ce que je te demande, mais mettons quelqu'un qui va pas bien puis qui veut s'en sortir, qu'est-ce qu'il peut faire? Aller en thérapie. Mais, tu sais, je rajouterais à ça, dans le fond, quand est-ce que tu vois un déclic chez tes clients? Qu'est-ce qui se passe généralement pour qu'il y ait un switch puis que là, tout à coup, on soit sur une trajectoire de s'en aller vers aller mieux, tu sais? Il y a comme beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il y a une grosse partie de ma job, tu l'as nommé plus tôt, qui est comme que les gens acceptent qu'il y ait cette dualité-là dans leur vie. Ça fait vraiment du bien à beaucoup de gens. D'être capable d'aller justement, là, je reprends l'exemple avec la mère, d'aller juste comme... Ils n'ont pas besoin d'être fâchés contre leur mère tout le temps, mais de prendre 20-25 minutes avec moi pour comme le faire sortir, ce morceau-là. Souvent, ça fait comme vraiment du bien. Puis les gens sortent pas, puis ils appellent leur mère, puis ils gueulent après, tu sais. C'est pas ça qui se passe, là, tu sais. Mais ça leur a comme fait du bien d'être capable d'avoir une place dans leur tête puis dans leur corps pour vivre ces émotions-là dans un espace sécuritaire, le plus sécuritaire possible. Fait que ça aide. Souvent, moi, je pense qu'une diversité des coping strategies, là, des stratégies de coping, ça fait du bien aussi. Donc, il y a souvent, je rappelle, parce qu'il y a beaucoup de stigmatisation internalisée. Fait que là, je rappelle aux gens, t'es en break-up, là, en ce moment, c'est correct que tu restes chez toi, que tu, genre, fasses le burrito dans ta couverte puis que tu manges de la crème glacée. Si la seule stratégie de coping que tu as, c'est écouter la télé et manger de la crème glacée, là, on a un problème. Mais manger de la crème glacée en soi, là, c'est pas mal. Une fois de temps en temps, sortir avec tes amis, si les gens n'ont pas de problème de dépendance, puis de boire, puis d'aller danser pour oublier leur ex, ça, parfait, fais ça, tu sais, ça va te faire du bien. Si la seule chose que tu as dans la vie, c'est d'aller boire pour oublier, puis que c'est ça que tu es obligé de faire à tous les soirs, là, dans ma tête, red flag. Tu sais, donc, avoir le plus de coping strategy possible. Des fois, quand je suis triste, ce que j'ai besoin de faire, c'est d'écouter de la musique triste, puis de vraiment vivre mon émotion, d'être couché à terre sur mon plancher, tu sais, puis d'être genre... ça va mal, je suis donc une victime. Tu sais, puis ça fait du bien une fois de temps en temps. D'autres fois, quand je suis triste, je fais comme, ça me tente pas à soir, je vais aller prendre une marche, je vais essayer d'appeler quelqu'un, je vais essayer de faire quelque chose. Il n'y a pas une de ces stratégies-là qui est meilleure en soi que l'autre. C'est comme d'avoir une diversité de stratégies. Puis les gens ont beaucoup de culpabilité sur qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est pas bien. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Travailler avec les hommes gays aussi, ben, je parle beaucoup de sexualité. Puis les gens en ont internalisé beaucoup de trucs sur la sexualité. Donc, bon, si je viens mon chum vient de me laisser là, puis tout ce que j'ai envie de faire en ce moment, c'est d'aller genre coucher avec 4 inconnus. J'étais comme, pour vrai, fais-le, tu sais. Si ça va te faire du bien ce soir d'aller faire ça, c'est pas grave, là, t'as le droit d'avoir de la sexualité que tu veux, tant que c'est consensuel.
puis que tu te mets pas en danger, puis tu mets pas l'autre personne en danger, là, on s'en fout un peu, tu sais. Si après, ta seule stratégie, la seule chose que tu as, c'est des applications de rencontre ou les saunas, puis tout ce que tu es capable de faire pour plus être dans ta tristesse, c'est du sexe, ben là, c'est d'autres choses. Donc, les comportements en tant que tels, moi, j'essaie de les déstigmatiser le plus possible. Puis quand les gens sont capables d'internaliser ça, puis de faire comme, ah, ben hier, ce que j'avais besoin, c'était pleurer, mais ce soir, j'ai vraiment pas envie, fait que je sors avec des amis. Je suis comme, hey, parfait, tu sais. Genre, fait que ça l'aide beaucoup. Ouais, diversifier les stratégies, diversifier les scénarios. Je pense que c'est quelque chose qui aide beaucoup. Puis réduire la stigmatisation. Je me répète, là, mais c'est beaucoup ça. Et accepter les dualités. Le fait que tu as le droit de vivre deux choses en même temps. On dirait que ça, c'est les trois choses qui me viennent en tête là, en ce moment, on the spot. C'est excellent. J'adore ça. Je trouve que c'est full pratique puis concret. Merci beaucoup. De rien. On arrive à la dernière question. Est-ce que tu veux partager aux gens où ils peuvent te trouver sur les internets? Où es-tu? Oui, ben oui, venez écouter mon show. Ça s'appelle Mental Health Much avec un point d'interrogation. Fait qu'il faut comme être un peu sassy en disant genre Mental Health Much. Et puis c'est sur tous les places où vous écoutez des podcasts. Je suis aussi là, presque uniquement pour me retrouver, c'est sur Instagram. Là, donc, vous pouvez me suivre sur Instagram. J'ai comme un compte Facebook là, sur lequel je publie des choses pour que genre ma mère sache que je suis encore. Mais c'est surtout comme toute la plupart de mes followers sont sur Instagram. J'ai un compte Twitter où tout ce que je fais, c'est comme tweeter des choses une fois de temps en temps puis prendre des screenshots pour les poster sur Instagram, tu sais. Donc, suivez-moi pas sur Twitter. Et puis, ben ouais, c'est ça. C'est Mental Health Much sur toutes les plateformes. Je n'ai pas de site web ou rien. Mais je suis bien smart. Puis, mon show, c'est... J'ai deux différents types de podcasts. Donc, mes saisons régulières, c'est avec des invités différents chaque semaine. Puis, entre les saisons régulières, je fais des saisons, genre des mini-séries sur un sujet en particulier, qui sont des sujets qui m'intéressent beaucoup puis que je pense qu'ils ont besoin de peut-être que plus qu'un épisode. Donc, ma première mini-série, ça a été sur le crystal meth puis les hommes queer. Donc, j'ai fait 7 épisodes avec mon collègue Jordan. C'était vraiment génial travailler avec cette personne-là. Donc, Jordan revient pour ma prochaine mini-saison qui va être en novembre, là, quand ça va passer. Ça devrait commencer à sortir, mais ça va être sur le body image. Ça va être en anglais, là, mais ça va être sur le body image, fat shaming, dieting, mais vraiment comme plus spécifique sur comment ça se passe dans le milieu queer. Parce qu'il y a plein d'excellents podcasts là-dessus, mais moi, j'en ai pas trouvé beaucoup qui étaient spécifiques sur le milieu queer puis comment ça nous affecte, nous, dans nos communautés. Donc, je vais aussi tenter d'avoir des invités spéciaux avec Jordan, mais qui vont pas être des hommes, pour avoir aussi comment ça se passe dans les communautés queer, cis et trans féminines. Wow, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. J'avais beaucoup aimé ta série sur la dépendance, justement, là, puis t'as parlé aussi, tu sais, d'apparence, puis d'image corporelle dans d'autres épisodes, puis j'avais trouvé ça full pertinent, fait que on va écouter ça. Merci encore full, Vincent, pour ton ouverture, ta générosité, ta pertinence. Allez écouter son podcast, c'est excellent. Merci full de m'avoir invité. Genre des crossover épisodes, c'est genre ce que j'aime le plus dans la vie, là. C'est vraiment le fun de venir puis de mettre des visages sur le podcast que j'avais écouté moi aussi. Donc, continuez d'écouter Entre deux eaux. Merci! Nous sommes rendus à la dernière partie de l'épisode, une de nos parties préférées, le moment où on recommande des podcasts. Ça faisait vraiment longtemps, fait qu'on a eu le temps de découvrir de nouveaux podcasts, je pense, dans les derniers mois, Marie et moi. Puis, il a même fallu qu'on fasse des choix, fait que inquiétez-vous pas, il nous reste d'autres recommandations pour d'autres temps. Mais moi, j'ai décidé de garder mes recommandations sous un même thème. J'aime beaucoup écouter des podcasts qui ont pour thème les sectes, les cultes et autres choses. Fait que le premier podcast que je voulais vous recommander, c'est un podcast qui s'appelle Was I in a Cult? C'est un podcast qui est animé par
là, je vais essayer de bien prononcer leur nom, par Tyler Measom et Liz Iacuzzi. Donc, c'est vraiment basé sur des entrevues de personnes qui ont été par le passé une secte, puis qui en sont sortis. Puis beaucoup, tu sais, c'est beaucoup du storytelling, comment ça s'est passé, puis c'est quoi un peu comme le point tournant qui a fait qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans une secte, parce que je pense qu'il y a comme un peu cet aspect-là que c'est pas toujours... on rentre pas nécessairement dans une secte en sachant que ça va être ça. Puis, puis une des choses qui est quand même assez intéressante, c'est que les deux animateurs, animatrices, Tyler et Liz, tous les deux ont vécu dans des sectes à un certain moment dans leur vie. Fait qu'il y a un épisode, ils ont un épisode chacun sur leur histoire. Donc, c'est ça, je trouve que c'est super intéressant. Je trouve que c'est quand même drôle aussi. C'est souvent traité avec humour quand même, tout en reconnaissant la lourdeur du Mhm. sujet aussi. Was I in a Cult? C'est un podcast que j'ai beaucoup aimé. Ah, ben moi, je vais checker ça parce que, comme, tu sais, il y en a qui sont des true crime girlies. Moi, je suis Ouais. une, genre, cult story girly, là. Comme, donnez-moi un documentaire sur une secte, puis je suis comme rivée à mon écran ou à mon téléphone. Fait que, awesome. Et dans la même veine, la deuxième recommandation que je veux vous faire, c'est un podcast qui s'appelle Sounds Like a Cult. Donc, ça sonne comme une secte. C'est animé par Amanda Montel et Isabella Medina Maté. Puis ici, le take, c'est qu'on va prendre quelque chose de la culture populaire et on va se demander à quel point c'est une secte ou pas. Donc, on peut parler d'affaires un peu plus, disons, évidentes, là, comme certaines MLM, là, des multilevel marketing. On parle du culte des flat earthers, des gens qui tripent sur la famille royale, sur les célébrités, les sororités, les fraternités. Donc, on présente, dans le fond, des arguments sur pourquoi ça sonne comme une secte ou pas. Puis, ils finissent toujours l'épisode en faisant comme une espèce d'évaluation sur à quel point on devrait se tenir loin. J'aime beaucoup, là, puis c'est quand même présenté avec beaucoup d'humour. Donc voilà, Sounds Like a Cult. Je vous le conseille fortement. Et ma dernière recommandation, au moment d'enregistrer cet épisode, ça vient de sortir. Serial qui a produit une nouvelle saison en collaboration avec le New York Times qui s'appelle We Were Three. Donc, c'est 3 épisodes, c'est vraiment court. Moi, j'ai bingé ça en une journée. Donc, Serial, on connaît très bien cette série, justement, True Crimes, qui a comme un peu donné le ton sur toutes les séries True Crimes qui ont sorti dans les dernières années. We Were Three, c'est une histoire à propos d'une femme dont le père et le frère sont décédés pendant la COVID, puis elle avait coupé les ponts avec sa famille, puis elle se rend compte que son père et son frère étaient beaucoup dans les théories de conspiration, puis que leur mort aurait été évitable. Donc, ça parle un peu là, de la gestion de la COVID aux États-Unis, mais encore plus, là, tu sais, des problèmes là, familiaux, puis des secrets de famille, puis des histoires compliquées de famille. Donc, c'est super bien raconté. Ça nous amène dans des détours qu'on n'avait pas vu venir. Puis, je vous le conseille fortement. C'était vraiment très bon. Nice, merci pour ces recommandations, Catherine. Moi, j'ai une recommandation qui est un petit peu dans ces eaux-là, culty, mais c'est un peu plus large. En fait, ça s'appelle Oh No, Ross and Carrie. C'est un podcast produit par Maximum Fun, puis ça existe depuis, je pense, une dizaine d'années presque. Puis dans le fond, c'est deux personnes qui ont grandi dans une église évangélique, mais qui sont devenus athées / agnostiques dans leur vingtaine, puis qui sont intéressés, dans le fond, à pourquoi les gens tombent dans le panneau de tellement de sous-groupes religieux, puis de théories du complot, puis de fausses claims de santé. Fait que dans le fond, ils font des enquêtes. Tu sais, mettons, là, ils essayent, tu sais, le grounding, tu sais, le monde qui marche nu-pied, tu sais, est-ce que ça a vraiment des effets? Ils essayent de faire un power cleanse, mettons. Ils ont fait une enquête, ils sont rentrés chez les scientologues.
Fait que c'est ça, c'est vraiment first person storytelling, là. Il essaye des affaires, puis après ça, il rapporte, tu sais, est-ce que ça a fonctionné ou pas? Est-ce que c'est dangereux ou pas? À quel point, tu sais, ils font des fausses claims scientifiques qui sont pas vraiment vérifiables, tout ça. Puis sont très... sont bien sympathiques, Ross et Carrie. C'est pas un couple dans la vie, c'est juste des bons amis. Ben, c'est vraiment le fun. J'ai écouté un épisode hier, ils sont allés visiter comme une rage room, là, tu sais, les chambres où est-ce que tu vas avec un gros marteau puis tu pètes tout, là, pour voir si effectivement ça libérait la rage. Fait que, Oh no, Ross and Carrie, il y a un back catalogue de fou. Fait que si vous voulez chercher de quoi, si vous voulez tomber dans une veine là, d'un podcast, c'est une bonne suggestion. Dans le fond, c'est un peu comme By the Book, mais pour les cultes. Ouais, c'est ça! Self-help book. C'est exactement ça! Je pense que je vais l'essayer. Tu m'en avais déjà parlé, là, puis ça me donne vraiment d'écouter ça. Ouais, puis il y en a pour tous les goûts, là, tu sais. Il y a des affaires bien dark, puis il y a des affaires vraiment, tu sais, connes, genre. Une autre recommandation, c'est un podcast que j'ai commencé à écouter, fait que je vais pas voucher pour comme l'entièreté de leur catalogue, mais ce que j'ai entendu, j'aime vraiment ça. Ça s'appelle Upstream. C'est un peu documentaire, un peu des entrevues, puis ça parle d'économie, mais d'un point de vue anticapitaliste. C'est vraiment intéressant. S'il y a un épisode que je peux vous recommander, ça s'appelle The Green Transition, la première partie de leur documentaire The Problem with Green Capitalism. Ça parle, entre autres, de c'est quoi le degrowth. Comment on dit ça, Catherine, en français? Le degrowth, la décroissance. La décroissance, c'est ça. C'est quoi? Ça démystifie c'est quoi la décroissance, puis pourquoi c'est nécessaire, puis en fait, c'est pas ce qu'on pense nécessairement. C'est pas de dire on arrête toute la croissance, c'est juste que l'acquisition de biens ou se fait différemment, puis en fait, c'est axé sur le partage de biens, tout ça. Pour moi, ça concrétise beaucoup de choses, puis des affaires qui m'apparaissent super loin de moi, puis abstraites. Puis ça vient me challenger et m'éduquer dans mon quotidien sur genre, OK, mais comme le monde qu'on veut construire, concrètement, ça va avoir l'air de quoi, tu sais. Fait qu'un podcast qui peut vous aider à vous sentir plus smart. Et puis, dernière recommandation, ça s'appelle Borderline Salty. La première saison s'est terminée. J'imagine qu'il y a une deuxième saison qui va recommencer quelque part cet hiver ou au printemps, mais quand même, vous avez comme toute une saison à écouter. Ce sont deux anciens de Bon Appétit, Carla Lolly Music puis Rick Martinez. On se souvient que Bon Appétit, hein, ça a pas mal pris en feu l'année passée. Ou même en 2020, je me rappelle plus, mais en tout cas, il y a beaucoup d'anciens de Bon Appétit qui sont rendus un peu partout, puis ces deux-là ont créé leur propre podcast, puis ce qui est le fun, c'est que ça rend la cuisine très, très accessible. Dans le fond, il y a une boîte vocale où est-ce que les gens peuvent appeler puis dire comme « Hey, moi, là, je réussis jamais mon poulet, là, qu'est-ce que je fais? » Ou genre telle épice dans mon riz, ça goûte bizarre, qu'est-ce qui se passe? » Ou comme « Est-ce que je devrais faire sauter mes beans ou pas sauter mes beans? » Puis ils ont des épisodes, des fois, avec des invités qui racontent comme leur kitchen nightmares. Tu sais, c'est comme... Ça donne des trucs super bons de cuisine comme de tous les jours. Ça donne des idées. Puis aussi, ça vient comme... sont très open par rapport aux erreurs, aux gaffes de cuisine qu'ils ont faites. Puis comme, ah ouais, à un moment donné, j'ai essayé tel plat. Puis ça a été terrible dans le sens où tout le monde, même des grands chefs, peuvent... fuck up un repas, puis ils ont survécu, tu sais. Fait que, voilà, si vous voulez des petits tips de cookery, Borderline Salty, vous écouterez ça. Avec Entre deux eaux, on veut encourager les conversations. C'est pourquoi on vous invite à parler du podcast autour de vous. Le bouche à oreille, c'est vraiment le meilleur moyen de nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous faire rayonner en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcasts, Spotify et Facebook. Et pour nous aider à couvrir nos frais de diffusion, vous pouvez joindre les rangs de nos flotteurs. En échange, vous allez recevoir des épisodes bonus exclusifs.
Pour toutes les infos, rendez-vous sur entredeuxeaux.pinecast.co et cliquez sur l'onglet « Nous soutenir ». Et c'est ainsi que se termine cet épisode fabuleux sur la dépression et la thérapie. Marie, qu'est-ce que tu retiens de notre discussion? Ben, je retiens surtout le contact super chaleureux qu'on a eu avec Vincent. C'était une magnifique rencontre. Puis je retiens à quel point il y a un souci pour l'intersectionnalité dans sa pratique, puis de la manière qu'il en parle. Il a beau être un homme blanc cisgenre, comme il le répète à plusieurs reprises dans l'entrevue, il est très conscient des dynamiques, puis je pense que c'est quelqu'un qui est open à s'éduquer puis à se faire challenger. Il y a une belle ouverture d'esprit. Fait que oui, très, très heureuse et flattée de sa participation à notre podcast. Puis it's the beginning of a beautiful friendship, ne serait-ce qu'à travers les médias sociaux. Tellement! Puis toi, qu'est-ce que t'as pensé de l'entrevue en la réécoutant? Ben, même chose, tu sais, je pense que, comme tu dis, j'étais contente de rencontrer Vincent. Ça faisait un bon moment que j'écoutais son podcast, puis j'étais vraiment contente d'avoir une discussion avec lui, puis c'est ça, de me rendre compte que c'est une personne vraiment géniale, puis il m'a aussi beaucoup fait réfléchir à la thérapie, puis comme mieux comprendre la thérapie. On dirait qu'il y a comme plein de trucs, comme j'ai eu beaucoup de aha moments comme pendant l'entrevue, comme de genre « Ah, ok, oui », comme de mieux comprendre moi-même ma relation avec la thérapie. Ça m'a vraiment beaucoup éclairée, puis j'ai adoré pouvoir discuter de ça avec lui, puis on le remercie encore grandement d'avoir accepté notre invitation. N'oubliez pas d'écouter son podcast, ça s'appelle Mental Health Much, puis suivez-le sur Instagram, il est quand même assez actif sur ce réseau social, puis on sait qu'il y a des nouveaux épisodes de Mental Health Much qui s'en viennent, donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Puis, en terminant, moi, je voulais juste te faire un petit shout-out, Catherine, parce que si vous l'avez peut-être entendu, hein, sa voix de nez un peu aujourd'hui, Catherine enregistre avec la COVID, hein, quelle vaillance! Toujours fidèle au poste. Hey, hein, si c'est pas de la dédication, là, je sais pas c'est quoi. Fait que merci, Catherine, d'avoir fait l'effort d'enregistrer avec moi aujourd'hui. C'est super apprécié. Tout le plaisir est pour moi. C'est la première chose que j'arrive à faire depuis 3 jours. Yes! Vive les accomplissements. On serait vraiment curieuse de savoir, c'est quoi votre rapport, vous, avec la thérapie? Est-ce que vous êtes en thérapie en ce moment? Ou est-ce que vous avez décidé que c'est pas vraiment pour vous? Puis, est-ce que vous utilisez vos proches comme des thérapeutes gratuits? En tout cas, je pense pas que c'est à conseiller, ça. Envoyez-nous vos réactions à l'épisode. Nos DM sont toujours ouverts. Vous pouvez nous trouver sur Instagram et sur Facebook avec le handle entredeuxeaux.balado. Et on continue dans 2 semaines à traiter de dépression, mais on va en parler plus du point de vue de comment ça affecte notre créativité. Est-ce que ça peut être un moteur de création ou au contraire, ça tue tout creative impulse qu'on a? Et on va avoir, pour discuter de ça, un autre invité tout aussi pertinent et charmant. Fait que, ben, on se reparle bientôt. À dans 2 semaines! Entre-deux-eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, je suis à Montréal, qu'on appelle aussi Tiohtià:ke ou Muniang, un territoire qui est gardé par la nation Kanien'kehá:ka et qui n'a jamais été cédé. Et moi, Catherine, je suis à Québec, aussi appelée Wendake Nianwensayo par les Hurons-Wendat et Nitassinan par les Inuits. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Antoine Bédard pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.